Le docteur Lassina Kaboré est notre invité du jour. Il est le directeur de l'IPERMIC. Il est aussi ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo et à l'IPERMIC. Et notre invité est aussi membre du laboratoire à l'AMCO. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui des défis de la digitalisation et des médias face auxquels une question se pose aujourd'hui. Peut-on encore former au métier de l'information et de la communication? Bonjour et bienvenue à vous, docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission. Oui. Et déjà, est-ce qu'on peut rappeler le cadre dans lequel l'IPERMIC a décidé de poser la réflexion sur une telle thématique? Oui, merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs. En tout cas, il s'agit pour nous, à travers cette halte, à travers ce colloque, après 30 ans de formation en journalisme et en communication dans notre contexte, il s'agit pour nous de nous interroger sur la portée de notre enseignement. Est-ce que notre enseignement est pertinent? Est-ce que notre enseignement doit être revisité? Quelle dose d'innovation on peut apporter de manière à être en phase avec les évolutions du monde, en phase avec les évolutions du contexte et surtout dans ce contexte de société de l'information, on va dire quoi, d'intelligence artificielle, des réseaux sociaux en explosion. Comment l'IPERMIC peut travailler à dispenser des formations, on va dire, d'actualité, des formations aussi performantes, pertinentes et de nature à faire en sorte que les produits qu'on va mettre sur le marché, qu'on continue de mettre sur le marché, soient des produits vraiment, on va dire, efficaces dans les entreprises comme celle-là, c'est-à-dire cette télévision, mais également dans l'administration ou dans le monde, on va dire, des entreprises de façon générale. Est-ce à dire qu'après 30 années, l'IPERMIC est tout de même inquiet, eu égard à l'évolution technologique par rapport à ce qui se passe avec les médias classiques? Non, l'IPERMIC en tant qu'institut n'est pas dans l'inquiétude, n'est pas dans la crainte, mais en fait il s'agit pour nous de faire notre introspection, de faire notre, on va dire quoi, notre examen de conscience pour voir si la qualité de ce qu'on propose comme enseignement est en phase avec les attentes des employeurs. Parce que vous savez qu'il y a un malentendu en règle générale entre les structures de formation et le monde de l'emploi, parce que du côté des employeurs, on veut des éléments efficaces prêts à être employés, des éléments vraiment qui vont droit au charbon sans avoir besoin de les former sur le tas, alors que du côté des structures de formation, il s'agit également aussi de travailler à trouver un équilibre entre théorie et pratique, parce que c'est cet équilibre qui permet aux journalistes, si on peut parler ainsi, parce que c'est l'un des aspects, de consolider sa culture générale pour pouvoir ensuite se projeter avec efficacité sur le terrain, parce que vous devez le savoir que dans les piliers du journalisme, c'est vrai qu'on a des aspects techniques, on a les réflexes professionnels, mais il y a également aussi un pilier qui est important, qui est difficile à construire, c'est le pilier de la culture générale. Alors, justement, docteur, dites-nous concrètement aujourd'hui avec l'évolution, avec la digitalisation et les médias numériques, qu'est-ce qui change réellement aujourd'hui au niveau du paysage médiatique? Oui, ce qui change en réalité, c'est que les fondamentaux restent. C'est-à-dire que les genres rédactionnels sont les mêmes, l'éthique et la déontologie demeurent la même. Voilà, les réflexes professionnels aiguisés en phase avec les situations, l'intelligence situationnelle du reporter demeure la même. Mais ce qui change, c'est que c'est le support qui a changé. Aujourd'hui, dans le monde ancien, on avait, on va dire quoi, une spécialisation des réseaux. L'audiovisuel était dans son couloir, l'informatique dans son couloir, les télécoms dans leur couloir. Aujourd'hui, avec la convergence de la technologie, on constate que les barrières qui séparaient ces trois domaines-là sautent. Et aujourd'hui, Internet, par exemple, constitue une sorte de centrifugeuse dans laquelle on a la radio, on a la télé, on a la presse écrite, aujourd'hui la presse en ligne qui émerge. Et du coup, tout ça est complexifié par l'IA, est complexifié par les fake news, voilà, on va dire l'intelligence artificielle, le deepfake. Et du coup, ça fait que aujourd'hui, tout le monde a le sentiment d'être journaliste parce qu'aujourd'hui, avec un smartphone, on peut collecter, traiter et diffuser l'information. Donc du coup, le citoyen a le sentiment qu'il peut faire la même chose que le journaliste. Alors que s'il y a un point sur lequel le journaliste est imbattable, c'est le point, c'est le de la collecte, du traitement et surtout du recoupement de l'information. Mais quand on regarde cette mutation au niveau du numérique, l'autre question qu'on a envie de se poser, non seulement pour le Burkina, mais aussi dans la sous-région, est-ce que les écoles de journalisme et de communication sont en phase avec cette mutation liée au numérique?
Oui, elles essaient d'être en phase parce que le problème de la technologie, c'est que ça va très vite. Ça va plus vite que le droit, ça va plus vite que la formation, mais en même temps aussi le piège dans lequel les écoles de journalisme ne doivent pas tomber, c'est de vouloir suivre coûte que coûte le rythme de numérique. Parce que ça va tellement vite que finalement, dans la formation, dans l'enseignement, on a besoin d'un minimum de recul, on a besoin d'un minimum de stabilité, de sérénité, et cela passe par la recherche. La recherche, ça prend du temps, il y a une logique à part, et ce sont les résultats de cette recherche-là qu'on peut exploiter pour les injecter dans les cours, dans les curricula. Et une autre approche aussi, c'est de travailler à relire régulièrement tous les 3 ans les curricula, de manière à les mettre en phase avec, en tout cas, ce numérique-là. Et d'ailleurs, notre leitmotiv, voilà, c'est de faire en sorte que dans tous les cours, il y ait une dose de numérique. Par exemple, si vous prenez un cours comme la socio-économie des médias que j'anime, voilà, il faut ajouter la convergence technologique que j'ai abordée tout à l'heure. Il faut aborder également la création des groupes de presse à l'aune justement du numérique, et il faut même aller jusqu'à questionner et à revisiter le point sur la consommation des médias. Aujourd'hui, on parle de consommateur, voilà, parce que le consommateur a changé. Ce n'est plus le mot consommateur passif, inintelligent. Aujourd'hui, c'est un expert, il est intelligent, il est interactif, il est coproductif même de l'information. Voilà pourquoi on parle de l'économie de l'attention. Parce qu'ici, il faut travailler à attirer l'attention des internautes, des lecteurs sur Internet, des spectateurs, auditeurs, et c'est justement cela qui est utilisé pour attirer la publicité, parce que finalement la gratuité qui aujourd'hui s'invite, voilà, dans l'économie de la télévision, de la radio, de la presse écrite, en réalité permettent de vendre justement le téléspectateur, parce que c'est justement le flux de trafic sur les sites web, sur les plateformes qui attire la publicité. Donc ce n'est pas une mince affaire, la presse doit se réinventer, sinon elle doit disparaître, parce qu'aujourd'hui en réalité, le modèle économique de la presse est introuvable. Il est difficile à trouver, mais avec imagination, avec beaucoup de tact et de créativité, bien sûr, la recherche peut contribuer à aller dans ce sens-là. De mon point de vue, on peut travailler à exister, parce que la presse, de mon point de vue, c'est le moteur, c'est le baromètre du développement de la société, des frémissements de la société, parce que les journalistes, en réalité, comme je le disais tout à l'heure dans l'écrit que j'ai rédigé, peuvent envoyer plus d'âmes au ciel qu'un curé, qu'un imam, mais c'est juste une image pour dire que ce travail d'éveil des consciences-là, ce travail qui consiste à nous tirer vers le haut, pour qu'on se soit mieux, pour qu'on s'éduque mieux, pour qu'on enseigne mieux, je pense que c'est un travail d'une valeur inestimable. Vous avez dit un mot qui pour moi est très important tout à l'heure, quand vous parlez du modèle économique des médias aujourd'hui, et la caricature, elle est toute faite. Le citoyen aujourd'hui, sur la base de son smartphone, sur la base des réseaux sociaux, se dit journaliste, il a accès à l'information. Nous avons à côté l'activiste qui est souvent informé, parfois même plus que le journaliste, puisque lui n'est pas soumis aux mêmes règles de vérification des faits, de traitement de l'information avant diffusion, qui vous balance une information qui quelque temps après se vérifie au niveau étatique. Et finalement, le citoyen se perd. Il se dit que bon, sur la base de l'activiste, j'ai l'information, voici mon journaliste, voici mon média reconnu, et la conséquence, c'est sur l'économie même des médias aujourd'hui. Quel est le modèle adapté à la nouvelle forme de journalisme, aux nouvelles formes de médias que nous rencontrons sous nos cieux? Bon, difficile. Comme je dis, le problème du modèle économique depuis la nuit des temps se pose avec acuité. Encore plus avec l'évolution technologique. Ouais, encore plus. Voilà, donc il appartient aux médias d'être inventifs, il n'y a pas de panacée, mais de s'inspirer aussi peut-être des modèles qui marchent ailleurs. Sur les réseaux sociaux, les médias ne peuvent par exemple pas faire la course aux activistes, ils ne peuvent pas publier comme eux, ils doivent vérifier. Non, absolument. Les médias doivent jouer sur les forces, ils doivent jouer sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la crédibilité. C'est la fiabilité, c'est le recoupement de l'information. Vous devez être des labels en termes de plateforme sur le web. Je parlais de culture générale tout à l'heure. Il y a un travail également qui doit être fait à ce niveau-là. Parce que c'est la qualité du journalisme produit, c'est la qualité de l'information produite qui peut attirer les annonceurs, qui peut attirer la publicité. Parce qu'en tant qu'annonceur, en tant que publicité, voilà, je ne mettrai pas une annonce sur un média qui n'est pas censé être crédible. Donc c'est la légitimité justement qui peut générer le succès, qui peut
générer la rentabilité et la viabilité. De ce point de vue-là, il faut, on va dire, il y a l'économie de l'attention qu'il faut travailler à développer, à ancrer et à consolider, mais aussi il faut que du point de vue de la qualité aussi, vous soyez beaucoup plus offensif, voilà, tout en tenant compte également des pesanteurs du contexte. Il faut également aussi que la presse aussi, de mon point de vue, travaille aussi peut-être à faire un peu plus confiance aux jeunes aussi. On parlait, ça tombe bien, nous sommes en révolution, on parle de génie créateur. Il faut qu'on arrive à pouvoir dégager un peu tout cela. Vous avez l'impression que la jeunesse n'a pas la place qu'elle mérite au niveau du numérique? Non, je ne veux pas ouvrir un fond entre les jeunes et les moins jeunes dans l'entreprise. Je pense que toutes les générations se valent, toutes les générations sont utiles. Pas question d'aller dans la théorie des champs de dominants-dominés, c'est-à-dire les anciens qui veulent dominer les plus jeunes. Mais je pense qu'on a besoin de toutes les forces, de toutes les intelligences pour faire en sorte que, par exemple, aujourd'hui, les produits que vous mettez en ligne, les PDF par exemple, au niveau de la presse écrite, comment cadrer un peu tout ça, comment travailler également aussi à faire en sorte que la vente des produits, l'abonnement via les smartphones soit développé et soit également affiné, comment faire en sorte qu'au niveau des plateformes que vous avez, votre plateforme que vous avez, comment travailler à la rafraîchir, à la rendre beaucoup plus interactive, à faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus proche des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le centre de nos vies numériques s'est déplacé vers le numérique et les jeunes, il faut aller les chercher là où ils se trouvent. Beaucoup de jeunes, on le voit en classe, disent qu'ils n'écoutent plus la télévision, la radio de façon classique, ne consomment plus la télé via le tube cathodique, ils le font via leur smartphone. Donc de ce point de vue-là, il s'agit de développer des stratégies pour aller les chercher là où ils se trouvent. Parce que si vous ne le faites pas, je pense que c'est d'autres qui le feront à la place. Et voilà pourquoi la longueur d'avance prise par les cyberactivistes, voilà, leur permet également de retrouver ces jeunes. Je pense qu'il faut regarder, je pense que beaucoup de patrons de presse connaissent le chemin. De mon point de vue, il faut emprunter le chemin, il faut arrêter de le montrer, il faut beaucoup plus de volonté, il faut être beaucoup plus offensif. Je crois que c'est comme ça que les lignes vont bouger pour que la presse puisse également être beaucoup plus rentable et beaucoup plus, en tout cas, viable. Des auditeurs nous suivent également sur la radio ATFM et on leur permet de mettre un nom sur cette voix qu'ils écoutent en ce moment. Il s'agit du docteur Lassina Kaboré et vous êtes le directeur de l'IPERMIC. Autre question en lien justement avec notre thématique. Aujourd'hui, de quel type de compétences le journaliste a besoin pour être en phase avec l'évolution technologique, avec le digital, le numérique et tout? Bon, ces compétences-là, elles apparaissent dans les matières liées en phase, qui sont liées au numérique. Par exemple, les compétences en termes d'infographie, de graphisme, les métiers émergents comme le content manager qui arrive, voilà, community manager, il faut travailler, aller dans ce sens. Et puis le journaliste aussi doit être un peu multitâche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes journaliste, il faut par exemple savoir aussi à régler un peu, à régler un peu le problème de compétences techniques. Par exemple, comment mettre un contenu sur une page Facebook, voilà, comment par exemple créer un groupe WhatsApp avec les auditeurs, comment animer un peu tout cela. Donc finalement aujourd'hui, ce sont des choses incontournables. Si vous êtes journaliste et vous décidez d'être un indigène numérique, permettez-moi l'expression, vous voyez que c'est un peu difficile. L'expression est assez forte. Oui, non, c'est une expression un peu scientifique pour montrer que en réalité, certains parlent même de l'électronisme. Ça veut dire que finalement, nous sommes comme c'était de nouveaux analphabètes du web. Mais je pense que c'est une affaire de volonté. Quand on met de la volonté, on peut y arriver. Parce qu'il y a certains journalistes, certains professionnels qui estiment que c'est une affaire de jeunes. Je pense qu'il faut casser cela dans la tête des gens et se dire que le smartphone, Internet, aujourd'hui les réseaux sociaux, l'IA, ce n'est pas forcément une affaire de jeunes. On doit pouvoir se réinventer. En termes d'illustration, ouais, par exemple, que dans les métiers, par exemple, de la télévision, le passage, par exemple, de l'analogique vers le numérique a mis en exergue ce problème-là. Il y a certains, par exemple, monteurs, certains journalistes qui estiment que non, ça c'est pour les jeunes. Avant, on avait les tablettes classiques, avec beaucoup de bruit, là, analogique. Mais aujourd'hui, c'est un ordinateur, c'est smart, c'est design, c'est simple. Mais il faut accepter de franchir le palier. C'est la même chose pour d'autres métiers liés au numérique. Par exemple, quand vous prenez les métiers comme les installateurs, par exemple, de pompes, on va dire dans les stations. Pendant longtemps, il y a certains, par exemple, qui étaient dans les pompes analogiques, là. Vous voyez un peu quand on avait les P50 à Ouaga, on faisait le mélange et autres. Aujourd'hui, les pompes design et digitales sont arrivées. Donc, ceux même qui étaient les ouvriers, les techniciens dans ce domaine, on travaille aussi à franchir ce palier
palier-là pour pouvoir aujourd'hui travailler à installer les pompes électroniques, des pompes digitales. Donc c'est la même chose pour le journalisme. Il faut travailler également à franchir ce palier. Ce n'est pas facile, je confesse, mais il faut travailler à mettre de la volonté parce qu'aujourd'hui, les blocages, je pense que parfois le numérique c'est une affaire de blocage et de volonté. Donc si cette fracture numérique est cassée dans les rédactions, dans la profession, si le problème de l'incompétence technique est réglé, vous allez voir qu'automatiquement, c'est déjà la culture générale, ils ont l'expérience. Voilà, ils ont également des années, en tout cas d'encadrement des plus jeunes. Il suffit simplement de faire le mixage de tout ça et puis en principe, ils devraient pouvoir être en tout cas relancés pour le bonheur en tout cas de la profession et des téléspectateurs. Alors, docteur Lassina, l'évolution technologique, elle est positive dans bon nombre d'aspects, mais il y a aussi une inquiétude liée à la perte d'un certain nombre d'emplois, ne serait-ce qu'avec les médias privés pour parler du cas des télévisions aujourd'hui. Vous avez le journaliste reporter d'image, on a dû s'adapter à cela, et vous avez l'ancien système où on avait le journaliste, on avait le chauffeur, le cadreur, le monteur, et tout ceci aujourd'hui ça ne fait qu'un. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi avec cette évolution que l'on perde un peu au niveau de l'emploi? Avant il fallait retranscrire un certain nombre de textes, aujourd'hui sur la base de l'interview, il n'y a pas besoin d'aller réécrire parce qu'il y a des systèmes avec l'intelligence artificielle pour que dès la base de l'interview, tu aies déjà ton fichier texte. C'est ça. Non, je pense que non, c'est pas nécessaire d'avoir peur. Je pense que ça rentre dans l'ordre normal des choses. Voilà, c'est-à-dire que les entreprises de presse étant des systèmes doivent pouvoir travailler à faire face au changement. Et le changement, c'est ce que vous venez de décrire. Aujourd'hui, par exemple, on est obligé de passer par les JRI qui combinent et qui cumulent plusieurs professions à la fois. Voilà, donc il y a des professions qui disparaissent. Mais les professions disparues, les acteurs ou les porteurs de ces professions disparues doivent peut-être se réinventer, peut-être, voilà, je veux dire, attaquer de nouvelles professions en se formant pour pouvoir exister. Donc, l'objectif ici de l'entreprise médiatique en tant que système, c'est de pouvoir dégager, comme diraient un peu les théoriciens en la matière, des systèmes homéostasiques. C'est un mot un peu étrange pour dire qu'il faut dégager un peu des éléments, des stimuli qui stabilisent. Et la stabilisation, c'est comment gérer ce changement. Le changement aussi, c'est l'anticipation. Donc, comment former les techniciens, les journalistes sur ces nouveaux phénomènes-là, sur ces nouveaux paradigmes-là, de manière à ce que tout le monde puisse être en phase avec tout ça. Parce que vous et moi-même, en réalité, parfois, quand on regarde dans la société, parfois les plus jeunes en classe, là, de temps en temps, quand ils nous regardent, ils estiment qu'on est un peu has-been. Voilà. Donc, mais nous aussi, on prouve qu'en réalité, on n'est pas has-been. Et la meilleure façon de régler ce problème, c'est de se mettre aux technologies, c'est de se former. Voilà, c'est d'aller à la même école comme eux. Et comme on le dit en français trivial, voilà, il faut aller chercher là où ils dorment. Voilà, comment est-ce qu'ils travaillent à maîtriser le iPhone? Comment pour ne pas faire de la publicité? Comment ils font pour maîtriser on dit, par exemple, aujourd'hui, à la recherche, il y a Google Form pour ne pas faire de la publicité qui arrive. Aujourd'hui, en tant que chercheur, vous ne pouvez pas ignorer cela. Même quand vous êtes étudiant, quand vous déposez votre mémoire, il y a des logiciels anti-plagiat qui existent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ignorer cela parce que ça fait partie du travail. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant aussi, il y a les rétroprojecteurs qui nous permettent de projeter nos cours en PowerPoint. Bon, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez décider de vivre, voilà, ou projeter ou d'enseigner avec la méthode ancienne, c'est votre choix si vous êtes conservateur. Mais aujourd'hui aussi, bon, on peut essayer également d'y aller pour pouvoir rendre le cours beaucoup plus dynamique. Donc c'est à nous de voir la technologie comme un allié, voilà, comme un médicament. Voilà, il faut savoir l'utiliser. C'est une affaire de dosage parce qu'aucune technologie n'est bonne ou mauvaise. Comme on le dit, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et de mon point de vue, ça doit être un usage vertueux qui soit en phase avec l'éthique et la déontologie parce qu'aujourd'hui on parle d'IA, on parle de fake news, on parle de désinformation. Alors vous êtes directeur de l'IPERMIC, ça vous fait 3 décennies de formation au profit de journalistes et de communicants ici au Burkina. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que les journalistes et les communicateurs formés arrivent à trouver facilement de l'emploi et à s'adapter avec les médias traditionnels que nous avons? Oui, bon, oui et non. Oui, de façon empirique, puisque moi-même, avant d'être directeur, je suis enseignant, je suis un alumni, donc un ancien étudiant de cet institut. Quand je regarde les promotionnaires avec lesquels j'étais en première année, j'étais sur les bancs. Bon, beaucoup aujourd'hui sont dans la presse écrite, dans la presse audiovisuelle, sont à l'international, etc. Donc, grosso modo, les différentes vagues de générations aussi qui sont arrivées essaient de se battre comme elles peuvent pour pouvoir percer le marché de l'emploi. Mais de mon point de vue, et là, le colloque qui arrive, on va
allant dans ce sens-là, c'est de travailler à créer, peut-être mener encore une nouvelle étude, des études de marché régulières pour voir un peu est-ce que la formation qu'on dispense est en phase avec les attentes des employés. Donc régulièrement, ces études-là doivent être faites. Il faut un diagnostic situationnel qui nous permette à chaque fois de nous réinventer. Parce que si on dort sur nos lauriers et on estime que finalement, bon, il n'y a pas, c'est l'hypermique, on a une bonne aura, on a une bonne retombée, je pense que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut toujours travailler à se réinventer, à se recréer, à se poser la question de savoir est-ce qu'on sait former, est-ce qu'on peut former, est-ce qu'on doit former. Vous voyez, à travers ces violentes questions, pour parler un peu comme des amis de la sous-région, ça nous permet de trouver des solutions sans complaisance pour pouvoir faire en sorte que l'hypermique aujourd'hui puisse rester toujours à flot, puisse être un véritable pôle d'excellence au service des générations actuelles, mais des générations qui arrivent. Parce que comme j'aime souvent dire aux étudiants, pour rigoler un peu, s'il y a un point sur lequel on ne doit pas s'amuser, c'est la rigueur. Et la rigueur, ici, c'est l'Ancien Testament. Donc, il ne faut pas le changer. Je pense que c'est ça qui permet également aussi, en dépit de nos difficultés parfois infrastructurelles, de rester à flot. Parce que finalement, à l'hypermique, on n'a pas de retard académique. C'est vrai qu'il y a quelques années, on démarrait avec 1 ou 2 mois de retard, mais depuis la rentrée passée, cette année, on démarre le 1er octobre. Donc, en dépit de tout ça, ça veut dire que ce sont des éléments qui permettent de jauger un peu notre niveau d'efficacité, notre niveau de performance. Et du coup, je pense que beaucoup de collègues que vous avez dans cette entreprise viennent de notre institut. Bon, nous, voilà, ça tombe bien, c'est un collègue en hommage du professeur Balima. Il nous a toujours enseigné l'humilité. Un journaliste doit être humble. Je pense que notre humilité parle pour nous. Nous, on travaille en douceur. On essaie de faire en sorte que nos curricula soient en phase avec les attentes. On essaie également aussi de faire en sorte que nos étudiants, une fois qu'ils sortent, soient des étudiants en tout cas performants, en tout cas sensibilisés à l'éthique et à la déontologie, qui maîtrisent bien les gens rédactionnels et surtout qui travaillent également à consolider en tout cas au quotidien de façon durable la culture générale. Alors, docteur, tout à l'heure nous avons parlé des prérequis nécessaires pour la plupart des journalistes pour être en phase justement avec l'évolution du numérique et du digital. Mais maintenant, dites-nous, pour le média, qu'est-ce qui doit être fait pour être adapté et ne pas tomber face à la concurrence de l'influenceur, du super activiste ou encore même du créateur de contenu qui aujourd'hui sont ceux qui se tapent le maximum de vues, non seulement sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit dans nos échanges. Aujourd'hui, il faut permettre aux téléspectateurs, à l'auditeur, au lecteur de pouvoir à partir de son téléphone retrouver. Aujourd'hui, comment est-ce que le média arrive à se réinventer pour être en phase ? Oui, dans cette réinvention, de mon point de vue, comme dirait les sportifs, il faut être fair play et offensif. Voilà, fair play, c'est d'accepter finalement qu'aujourd'hui les journalistes ont des concurrents. Dans le monde ancien, ils étaient seuls à produire, à collecter, à traiter, à diffuser l'information. Aujourd'hui, on a les cyberactivistes, on a des lanceurs d'alerte, on a le citoyen ordinaire. Donc tout ce beau monde-là travaille également sur le marché, dans la sphère de la production et de la diffusion de l'information. Donc je crois qu'il faut que le journaliste fasse preuve d'humilité, qu'il fasse preuve de fair play, qu'il accepte cela. Maintenant, une fois que cela est fait, cette introspection, ce mea culpa est fait, ça vous allez trouver maintenant les clés. Il faut trouver les clés pour pouvoir rebondir, pour pouvoir se projeter. Mais il ne faut pas le faire en désordre. Il faut le faire de façon sereine, de façon scientifique, en se disant que finalement, quels sont nos points faibles. Il faut transformer ces points faibles-là en points forts. Et puis, il faut également jouer sur vos valeurs sûres, les fondamentaux de la profession. C'est la crédibilité, c'est la légitimité, c'est la lutte contre les fausses informations, les informations non recoupées. Parce que parfois, les autres, vos nouveaux concurrents, qui n'ont pas cette culture éthique et déontologique, parfois qui sont